Bonsoir à tous. Sa pensée se déplace sur les rails, même les nouvelles autorités ont réservé une place dans le wagon. Dans un livre en blanc, le train siffle avec une encre rouge, signe du déclin de la politique ferroviaire, si gît toute une économie. Mais les morts ne sont pas morts. Nous ne faisons pas de la poésie, mais de l'économie. Un économiste déblaye les chemins, balise les rails et démarre la locomotive, l'engouement économique. Comment la négligence du rail public garotte le développement du Sénégal, ouvrage écrit par Seydina Aliou Ndiaye, économiste. Il est là avec nous, une émission sur les rails. Bien sûr, un plaisir de vous accueillir. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Monsieur Sarr. Je suis très heureux de venir ici à cette si belle émission, Les Grandes Lignes. Je n'ai pas la prétention d'avoir écrit de très grandes lignes, peut-être de très petites, mais votre introduction est très bonne et je suis très heureux d'être en face de vous aujourd'hui. Plaisir partagé, comme les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent dans votre émission. Dans le dernier Conseil des ministres, le président de la République a instruit à son gouvernement de rédiger un schéma national de développement de la politique ferroviaire. Est-ce que vous vous êtes dit Alhamdulillah, ou peut-être vous avez soufflé dans l'oreille du président, peut-être. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir soufflé dans l'oreille du président, mais vraiment, c'est une très très bonne nouvelle. Et il y a même certains amis qui m'ont dit que peut-être le président aurait lu mon ouvrage. Ou assisté à la cérémonie. Voilà, il n'a pas assisté à la cérémonie, même si, par ailleurs, je pense qu'il y avait pas mal d'agents de renseignement généraux. Mais effectivement, quand on lit le dernier communiqué du Conseil des ministres, on se rend compte que l'enjeu du renouveau ferroviaire demeure actuellement et reste l'une des priorités majeures de ce pays. Et il est fort heureux que le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ait compris cela et qu'il ait donné des instructions très fermes dans le communiqué du Conseil des ministres pour qu'on aille vraiment vers cette reprise du rail public, vers ce renouveau ferroviaire que j'appelle de mes voeux dans l'ouvrage dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est possible ce renouveau-là, cette reprise-là? Oui, c'est bien possible. Et surtout, moi, je tiens à vous dire, monsieur Sarr, que c'est vraiment c'est la seule issue que le Sénégal doit emprunter pour vraiment jeter les bases du développement. Parce que je le dis dans la 4e de couverture, c'est un grand paradoxe, d'ailleurs originel, que dans un pays plat comme le Sénégal, qu'on veuille se développer sans chemin de fer. Or, les colonisateurs avaient très bien compris ce mode de transport-là, qui a des effets d'entraînement, des externalités positives extrêmement structurantes pour toute l'économie sénégalaise. Et comme je l'ai d'ailleurs rappelé dans le livre, le chemin de fer a été la colonne vertébrale de l'harmonie socio-économique du Sénégal. Et en cassant le chemin de fer, on a brisé la colonne vertébrale. Et depuis 30 ans, j'explique dans le livre qu'on nage dans un trou noir. C'est le trou noir d'une croissance erratique du reste, sans développement. Et c'est ça qui justifie qu'au Sénégal, on est vraiment dans la pauvreté. Quand vous sortez de Dakar, même dans la vraiment dans le périurbain de Dakar, déjà on voit la pauvreté, même quand on sort aussi, on se rend compte que l'arrière-pays est complètement déconnecté, qu'il y a de vrais sujets. Donc pour répondre à votre question, c'est bien possible avec une forte volonté politique, avec une détermination farouche. Moi, peut-être je suis un peu extrémiste, mais moi je conseille vraiment aux nouvelles autorités et à toutes les composantes de tout arrêter et de ne se concentrer durant ce mandat-là que sur la reprise du chemin de fer, notamment sur l'axe Dakar-Tamba, Dakar-Bamako, comme on dit à l'époque, et Dakar-Niger depuis les années 1880, etc. Oui. Donc, c'est bien possible d'enclencher le programme de renouveau ferroviaire du rail public sénégalais. Et il y a un comité stratégique qui doit être mis en place. J'espère que vous y siégerez. Parlons un peu de cet ouvrage. Vous voyagez, un récit qui voyage du 19e siècle jusqu'à nos jours, autrement dit en 1880. Est-ce qu'on peut dire que le rail ou le chemin de fer est la première infrastructure terrestre au Sénégal? C'est possible de dire ça? Oui, tout à fait. Parce que, vous savez, cet ouvrage-là, d'abord, peut-être dans sa genèse, c'est d'abord une catharsis. C'est une libération affective d'un enfant qui a perdu son père très tôt. J'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans. Je ne l'ai pas connu, dans un accident de la route d'ailleurs.
je ne l'ai pas connu. Donc, au fil de ma croissance, etc., à plusieurs reprises, je suis parti au cimetière où il est enterré à Guinguinéo, justement, pour prier pour le repos de son âme. Et de mes pérégrinations, de mes voyages incessants entre Dakar, Kaolack et Guinguinéo, j'ai pu voir la décrépitude, la déchéance d'une ancienne grande ville ferroviaire comme Guinguinéo. Et c'est de là que j'ai eu, bien sûr, après avoir demandé un peu aux gentilés de Guinguinéo quelle était la raison de ça, unanimement, ils m'ont tous dit qu'avec l'arrêt du chemin de fer, Guinguinéo a plongé dans la pauvreté, et même toute l'arrière-cour de Kaolack et de toute la zone. Et ça a été un déclic pour enquêter sur l'histoire du chemin de fer. Donc la première partie du livre, j'enquête sur l'histoire du chemin de fer depuis le Dakar-Niger jusqu'au projet du terre. Et pour répondre à votre question, bien sûr, parce que économiquement, quand vous étalez le Sénégal, on se rend compte qu'il y a une donnée structurelle qui traverse les décennies, qui traverse les siècles. C'est qu'au Sénégal, les dynamiques démographiques font que les zones de production sont différentes des zones de consommation. Donc il faut un moyen de transport efficace, efficient, qui puisse transporter les vracs pondéreux et relier les zones de production aux zones de consommation. Parce que le Sénégal est un pays doté d'énormes richesses minérales, on a tout, vraiment tout au Sénégal. Mais malheureusement, les Sénégalais, d'ailleurs l'ANSD le dit dans son dernier rapport, à 60 à 70% habitent dans l'ellipse Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Fatick, Mbour. Les Sénégalais sont concentrés là-bas. Or, on produit essentiellement dans le nord, dans le sud-est et dans le sud. Donc, il faut relier les zones de consommation des zones de production. Et ça, c'est une donnée structurelle. Ce n'est pas conjoncturel, c'est quelque chose qui est là. Et tant qu'on ne tacle pas ce tissu-là, on ne va jamais s'en sortir. Et ça, les colonisateurs l'avaient très bien compris. C'est pourquoi ils avaient mis en place le Dakar-Niger, avec la ligne aussi de Dakar-Saint-Louis. Et ils avaient serpenté tout le Sénégal en ligne ferroviaire, vraiment, et c'était vraiment l'apogée du développement socio-économique. Oui, vous parlez de cette période faste-là. Nous sommes au soleil des indépendances en 1960, vous donnez même des chiffres, 936 km de réseau de fer, 15 locomotives, 150 wagons, etc. Mais pourquoi a-t-on laissé cette politique ferroviaire jusqu'à arriver à ce déclin? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel régime? Comment dater ce déclin-là de la politique ferroviaire au Sénégal? Alors, ça, c'est une excellente question. Ce déclin-là, moi, j'ai pu identifier un quintet de raisons qui l'expliquent. D'abord, la première des choses, c'est qu'on a eu une carence managériale absolument stratégique. Parce que, comme vous le rappelez tout à l'heure, en 1960, on avait l'un des meilleurs réseaux ferrés du Sénégal, d'Afrique du moins. On avait presque 1000 km de réseaux ferrés, 15 locomotives, 150 wagons. Et partout au Sénégal, les gens voyageaient avec le train. Ils avaient ce plaisir-là de contempler les rails, de voir des bâtiments voyageurs. Et le train est tellement structurant et tout le monde a une histoire avec le train. D'ailleurs, je termine le livre avec le beau poème de Grand Corps Malade sur les voyages en train. Donc, un très grand son. Voilà, exactement. Donc, quintet de raisons. Premièrement, carence managériale stratégique. Puisque après, au soleil des indépendances, on n'a pas su capitaliser sur le legs économique, et sur le levier fondamental du rail public qui a été réalisé. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, après la forte période de la sécheresse dans les années 75, etc., la détérioration des termes de l'échange, ensuite, sous le coup de boutoir de la Banque mondiale à l'époque qui voulait séparer les ICS en mettant en place une société d'exploitation ferroviaire, l'actuel CFIX, on a un peu déstructuré les chemins de fer. Et avec l'ONCAD, qui était l'autre mamelle de l'économie, la deuxième raison justement qui a abouti à ce déclin-là, ça a été la gabegie managériale. Parce que les chemins de fer, c'était beaucoup d'argent, beaucoup de cash. Durant toute la décennie 80-1990, on faisait presque 1 milliard de chiffre d'affaires à l'époque, par mois. Ah oui. Et c'était en cash. Les chemins de fer, il y a 1 milliard. 1 milliard avant dévaluation. Oui. Donc c'est comme 100 milliards actuellement de francs CFA par mois. Oui. Et la gabégie a été portée à son paroxysme puisque le DG des chemins de fer, à l'époque, et c'est quelque chose qui est incroyable, je raconte ça dans le livre d'ailleurs, on n'a jamais vu une entreprise dans le monde où un DG, une entreprise publique,
après 5 ans de règne, fait une OPA, une offre publique d'achat, sur l'entreprise qu'il dirige à hauteur de 5 milliards de ses propres fonds. Donc c'est pour vous dire un peu le niveau de gabegie qu'on avait. Et apparemment, il avait le délicieux sobriquet d'une œuvre sociale ambulante. Donc, gabegie. Ensuite, erreur aussi stratégique. Parce que dans les années 80, dans le milieu du chemin de fer, il y avait un shift stratégique important. On sortait de l'écartement métrique. L'écartement, c'est la distance entre les deux rails. À l'époque, c'était 1 mètre. On appelait ça l'écartement métrique. Mais à partir des années 80, on s'est rendu compte que technologiquement, il y a eu un changement, un game changer. On est passé de l'écartement métrique à l'écartement standard. Donc maintenant, au lieu de 1 mètre entre les deux rails, on est passé à 1 mètre 465. Ah oui. Voilà. Et ainsi, tous les matériels roulants du monde, parce que dans le monde, il y a 2 grandes usines qui font des trains, des matériels roulants, des trains et des locomotives. C'est General Electric et General Motors. Donc, les usines de General Electric ont été dimensionnées pour faire des trains standards. Nous, on est resté tout le temps sur le métrique. Et même à l'époque, le Japon avait fait un don de beaucoup de matériel roulant pour le Sénégal, mais finalement, on ne l'a pas eu. Et vers la fin des années 70, début années 80, la coopération canadienne nous avait offert aussi des trains métriques. Mais c'était pour mettre à jour leur usine. On avait ça, les trains un peu qui permettaient de gérer ça. Donc, carence sur le domaine justement du changement. C'est comme les gens qui ont raté Internet parce qu'ils étaient sur le Minitel. C'est comme les gens actuellement qui sont focus sur le numérique alors qu'il y a la révolution de l'intelligence artificielle. Vous voyez un peu, c'est des game changers. Quatrièmement, les chemins de fer étaient devenus un gouffre financier. Certes, il n'y avait pas de subvention d'exploitation, mais la dette que l'État avait était tellement forte. On sortait de la dévaluation et il y avait une conditionnalité des bailleurs de fonds, notamment l'Agence française de développement et la Banque mondiale, d'abandonner le trafic passager qui était extrêmement déficitaire, gouffre financier, et cette conditionnalité-là était attachée à un prêt de 36 millions d'euros à l'époque, de 36 millions de francs français, justement pour permettre une restructuration globale du chemin de fer. Donc voici ces 3 raisons. Gabegie, erreur stratégique, carence managériale, et effectivement avec ça, on a fait péricliter le chemin de fer. On est passé de là à 0. Après, il y a eu une privatisation ratée en 2003 sur les coups de bouton de la Banque mondiale. Donc, on a privatisé intégralement le chemin de fer. Et 13 ans après, en 2016, on a été obligé d'arrêter cette concession intégrale-là pour faire du prince au demeurant. Et effectivement, depuis lors, on a planté les premiers clous sur le cercueil du rail public sénégalais. À un moment donné, on a créé un Frankenstein, un organe qu'on n'a pas compris, d'accaparement ferroviaire. Et après, on a eu vraiment cette baisse de vitesse, etc. On est parti jusqu'à 0. Et aujourd'hui, est-ce que le TER est l'arbre qui cache la forêt? Effectivement, ça c'est une très bonne formule. Donc, et le TER déjà, bon. Parce qu'on parle du train, on pense seulement au TER. Mais il n'y a que le TER. Et puis le TER, d'ailleurs, je vous rappelle que c'est sur 35 km. Oui. Hein, c'est Dakar à Diamniadio. Oui. Et ça coûte excessivement cher. Plus de 700 milliards. Il y a plus, tout un débat. Plus, tout un même. Débat. Oui. Moi, je connais bien le TER parce que j'ai été le rapporteur du comité technique de négociation du TER. Donc, je connais très bien. Et en ayant été 4 ans conseiller technique numéro 1 du ministre en charge du réseau ferroviaire, je maîtrise très bien ce sujet. Donc le TER, ça peut répondre à une demande sociale. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui le prennent et tout. Mais quand on gère un pays, c'est comme un père de famille. Par exemple, vous pouvez faire un arbitrage entre acheter un réfrigérateur ou bien acheter une PlayStation. Vous êtes un père de famille, votre épouse a besoin d'un réfrigérateur, votre fils de 6 ans a besoin d'une PlayStation. Maintenant, si vous achetez une PlayStation, c'est très bien, on peut jouer à la Play, il y a tout ça. Mais un réfrigérateur, quand vous l'achetez et madame peut faire des jus, etc., c'est beaucoup plus rentable et c'est beaucoup plus viable pour le foyer. Je donne cette métaphore-là pour expliquer. Le TER, ça coûte déjà énormément cher. La technologie qui a été adoptée sur le TER est excessivement chère et non maîtrisée jusqu'à présent. C'est un projet qui nous coûte énormément. Or, c'est juste pour un nombre très réduit de Sénégalais qui sont sur cet axe-là. Et effectivement, il y a bien sûr la deuxième phase, la troisième phase qui permet d'aller jusqu'à l'aéroport. Mais, M. Sarr, est-ce que vous savez combien de Sénégalais vont à l'aéroport? C'est 4% des Sénégalais.
Parce que l'idée de base du TER, c'était que c'est un peu copier ce qui se fait un peu ailleurs. Hein. À Paris, vous descendez de Charles de Gaulle, vous pouvez prendre un train, le RER B, jusqu'à là où vous voulez votre adresse. Donc, c'était ça l'idée du régime précédent. Donc, depuis l'aéroport, avoir un train qui vous amène jusqu'au centre-ville de Dakar. Or, la donnée macroéconomique, c'est que seuls 4% des Sénégalais vont à l'aéroport. Est-ce que ça vaut la peine d'investir plus de 1500, 2000 milliards? C'est une décision politique. C'est ça, c'est une décision politique et c'est surtout un arbre destiné à cacher, un vernis, oui. Un arbre destiné à cacher la forêt de cette grande misère ferroviaire qu'il y a derrière. Parce qu'au-delà de Diamniadio, moi je vois des images des fois qui me fendent le cœur. Je pourrais après partager ça avec vous. Vous voyez, il y a même des arbres qui ont poussé entre les rails. Oui. On a démantelé les gares. Les gares, c'est devenu... Il y a certaines gares symboliques. Celle de Louga, par exemple, où il y a le passage, il y a une célébration chaque fois du passage de Serigne Touba. Donc il y a un lien entre le chemin de fer et la spiritualité. Mais je raconte le livre, je commence le livre en racontant l'anecdote de la visite des cheminots en 1996, justement sous les coups de boutoir des bailleurs de fonds pour arrêter le trafic voyageur. Et je raconte l'anecdote quand les cheminots sont partis voir Mme Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick, à l'époque khalife général. Et le khalife général, dans sa vision prémonitoire, et c'est son chambellan qui me l'a raconté, il leur avait dit, vous me permettez l'expression en wolof, allez-y. Man Abdoul Aziz Sy Sahar, si Serigne Touba jël, Seydi Hadj Malick jël ko, man awma fitu arrêté ko. Te képp ku ko arrêté, di nga dugal Sénégal ci guute goo xam ne doo ko ci mos a génne. Parce que voyez-vous, le vent qui fait entrer... Il y a beaucoup de messages à l'intérieur. Il y a beaucoup de messages à l'intérieur. Parce qu'il y a une grande spiritualité autour du chemin de fer. D'ailleurs, mon ami, le brillant professeur Mounirou Ndiaye, me disait, dans le Coran, il y a une sourate Al-Haddad qui est le fer. Oui. Le fer. Parce que le fer a une grande spiritualité. Il y a même des scientifiques qui ont découvert que le fer, par exemple, quand vous prenez un rail c'est de l'acier, c'est du fer, etc. C'est des dérivés du fer. Mais il y a des gens qui ont même vu que le fer, par exemple, il y a des trains au Japon qui font de la lévitation magnétique. C'est-à-dire que le train ne touche pas le rail. Parce que quand on mesure, quand on fait de la spectrographie autour du rail, du chemin de fer, du fer même, on sent qu'il y a des ondes qui sont assimilables presque à une respiration où on dit Allah, 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 Allah. Donc le fer a une dimension spirituelle extraordinaire. Et ça, c'est le professeur Mounirou Ndiaye qui m'en a parlé. Donc, c'est pour vous dire à quel point... La construction de la mosquée de Touba. C'est ça. Donc, j'ai ces deux anecdotes-là. D'abord, c'est Dabakh Malick. Et ensuite, je raconte que la communauté mouride, à laquelle j'appartiens, c'est l'une des rares communautés au monde à avoir construit une mosquée à travers le chemin de fer. Parce qu'à l'époque, le colonisateur voulait un peu garrotter l'envie et cette noble ambition de Cheikh Ahmadou Bamba d'ériger une grande mosquée. Donc le colonisateur avait dit, ok, il n'y a pas de souci pour ériger ça à son fils Seigneur de Moussawa, mais en revanche, il faudra faire un chemin de fer pour transporter, parce qu'il n'est pas question que les matériaux pour construire cette mosquée-là passent par la route que j'ai construite récemment. Donc il faut construire un embranchement ferroviaire de 50 km pour transporter les matériaux de construction. Et deuxième exigence, il faudra recruter 500 à 1000 ouvriers et chaque ouvrier, vous devez leur payer 5 francs par jour. Mais la forte détermination, ce sens-là du Ndigel des Mourides a permis de réussir cet exploit incroyable. Donc vous voyez que, à travers ces deux anecdotes, que c'est le chemin de fer qui a fait le Sénégal. Le chemin de fer est le lit de la sociabilité de la société sénégalaise. Et en l'abandonnant sous les coups de boutoir des bailleurs de fonds, en arrêtant le trafic passager, avec toutes ces raisons-là que je vous ai expliquées, on a tué l'économie sénégalaise. Et on l'a tué pour très très longtemps. Et d'ailleurs, toutes les données économiques que je mets dans la deuxième partie du livre, sur les enjeux économiques du rail, montrent qu'on a une croissance en développement. C'est comme vous prenez un vélo. Une croissance sans développement. C'est ça, c'est un trou noir, une croissance sans développement. Parce que, vous savez, l'économie sénégalaise a cette grande particularité, et d'ailleurs même c'est l'économie toute africaine, c'est qu'il y a d'abord un secteur primaire qui est, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, etc., mais je explique vraiment en détail simple pour que les gens comprennent. Vous avez un secteur primaire qui
qui emploie 70% des gens, 2 tiers des gens, mais qui n'est pas productif. C'est l'agriculture, l'élevage, etc. Voilà. Oui. Vous avez un secteur secondaire qui n'est pas là parce qu'il n'y a pas d'usine, on ne transforme pas. Nous, on est dans l'économie duale. Tout ce qu'on prend, on l'exporte. On est dans la commoditisation primaire, ce que disent les économistes. On exporte des matières premières et on importe des biens et services. Par exemple, nous, on exporte de la mangue et on importe du jus de mangue, pour caricaturer. Et après, vous avez un secteur tertiaire qui est dominé par l'informel, où c'est les boutiques Mbag, les marchands ambulants, l'informel dans tout. Donc, l'économie sénégalaise, c'est ça son encéphalogramme. Parce que les branches d'activité économique ne sont pas interconnectées. Et cette interconnexion-là, il n'y a que le rail qui le faisait. Avec le chemin de fer, on pouvait fixer les gens chez eux. Guinguinéo, par exemple, était une grande place économique. Gossas, pareil. Je parle d'ailleurs... Ou été. Oui. C'est ça. Parce que je parle d'ailleurs de la colonne vertébrale, là, c'est ce que j'appelle le TG2KT. J'ai fait des études économétriques, mathématiques sur ça. C'était Thiès, Gossas, Guinguinéo, Koungheul, Tamba. Ça, c'était la colonne vertébrale du Sénégal. Et sur chaque nœud, cette colonne vertébrale-là, il y avait des embranchements. Les populations pouvaient se joindre à cette colonne vertébrale-là et pouvaient avoir des revenus. Il y avait un métissage culturel, il y avait un développement économique endogène qui faisait de telle sorte que les gens n'avaient pas besoin de venir jusqu'à Dakar. Depuis lors, vous voyez toutes les conséquences qu'on vit. D'ailleurs, même le terre, l'explication qu'on donne, c'est le coût des embouteillages. Presque 900 milliards. Le BRT, en coût des embouteillages. Mais les embouteillages, c'est parce qu'il y a un exode rural sur 30, 40 ans massif pour venir à Dakar. Les inondations, on va en parler. Cette année... Les encombrements, etc. Cette année, on prévoit une grande pluviométrie. Il y a même les cartes qui montrent des houles... récemment, il y a Cap Skirring actuellement qui est déjà inondé. Il y aura beaucoup de pluie. Donc, les inondations, parce qu'il y a eu l'habitat spontané. Les gens ont quitté l'arrière-pays pour venir habiter dans les bas-fonds, dans les zones non édificantes. Le coût des embouteillages, la logistique portuaire. Vous savez, le port du Sénégal a dégringolé. On est à la 23e place en Afrique. Quand vous prenez l'indice de performance logistique, le port est très embouteillé. Il y a 1000 camions tous les jours qui quittent le port qui est au centre-ville pour aller vers Bamako. Avec les conséquences. Les conséquences sur l'accidentologie. Vous voyez, donc, toutes ces conséquences-là sont dérivées de l'abandon du chemin de fer. Et effectivement, depuis lors, on peut avoir de la croissance, mais il n'y a pas le développement. Parce que le développement, c'est un processus qui doit être harmonieux, diffus, sur toute l'étendue du territoire, où chaque Sénégalaise, ou chaque Sénégalais, là où il se trouve, voit des potentialités pour justement accroître son bien-être. Ça peut rimer avec les hydrocarbures, qu'on en parle? Oui. Le fer. Le fer, oui. Oui, bien sûr. Parce que vous savez, il y a un grand port minéral vraquier qui est en train d'être construit à Bargny. Il y a aussi, on a pas mal de blocs un peu partout sur le bloc pétrolier, gazier et tout sur le Sénégal. Mais rien que pour le gaz, on sait que en termes de transport, vous savez, il y a des chiffres qui sont très simples. Quand on parle de transport, on parle de tonnes kilométriques, le coût de la tonne kilométrique. Vous savez, sur les moyens de transport, la route, le coût de la tonne kilométrique, il est autour de 40 francs par tonne kilométrique. Mais le chemin de fer, c'est 4 fois moins, c'est 10 francs. Donc en termes de transport, il n'y a pas meilleur système que le chemin de fer. Bien sûr, il y a aussi le transport par barge et tout ça, qui a des coûts qui sont moindres. Mais c'est pour vous expliquer. Pour vous donner un exemple, un train, c'est 50 camions. Un train-wagon qui quitte le port de Dakar pour aller à Tamba, et là-bas, depuis là-bas, les camions maliens viennent, c'est 50 camions. En moyenne, hein. Donc c'est pour vous expliquer. Et ça, c'est très illustratif. Parlons un peu des conséquences économiques. Il y a une récente étude de la Banque mondiale qui dit que près d'un tiers des populations qui sont pauvres se situent dans le bassin arachidier. Autrement dit, le bassin arachidier maintenant est un bassin de pauvres. Est-ce que c'est illustratif? Est-ce que ça montre un peu que ce sont les conséquences de l'abandon du cœur du chemin de fer aujourd'hui? Quand on parle du bassin arachidier, c'est Guinguinéo, c'est Kaolack, c'est Diourbel, c'est toutes ces régions-là qui en pâtissent. Mais tout à fait, je vous en ai parlé tout à l'heure. Parce que, vous savez, l'abandon du chemin de fer a créé des conséquences
incroyablement néfaste pour les populations locales. Parce que d'abord, quand vous prenez une gare, ce n'est pas seulement un bâtiment voyageur, c'est un espace de vie, un espace de convivialité, des commerces aux alentours. Les gens vont et viennent, il y a un métissage culturel, il y a tout ça. Et tout ça, malheureusement, avec l'abandon du chemin de fer, on l'a perdu. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est que les chemins de fer, à l'époque, c'était le transport privilégié de toute la production agricole. Dans les années 70, fin 70, début 80, c'était toute la production des usines Sonacos, que ce soit à Lindiane, à Diourbel, etc., qui était transportée par le chemin de fer. Or, à un moment donné, il y a eu l'abandon de ce transfert-là, justement parce que les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, l'AFD et tout, on avait construit des routes et il fallait transporter ça par route. Mais ça a été un gros goulot d'étranglement. Ça a vraiment amputé beaucoup de parts de marché au chemin de fer. Et ça, c'est vraiment un élément qui est structurant. Vous le dites tout à l'heure, au-delà de la contre-gentrification, de l'appauvrissement général un peu vers Dakar et tout ça, mais l'arrière-pays est déconnecté des dynamiques économiques. Dakar concentre 70 à 80% de l'activité économique. 95% des entreprises sont à Dakar. Donc, et surtout, pour répondre à votre question précisément, tout à l'heure, je vous ai fait un diagnostic sur les 3 grandes dynamiques de l'économie sénégalaise. Mais le secteur secondaire, qui est le secteur par définition qui doit porter des usines, industrialisation, mais ce secteur-là, il est l'inupétient. Sa part dans le PIB ne cesse de chuter d'année en année. Or, à l'époque, quand il y avait l'usine de Sonacos à Diourbel, la SIB, qui faisait l'huile d'arachide, qui est par ailleurs l'une des meilleures huiles au monde, mais avec l'abandon du chemin de fer, on n'a même plus d'usine capable de nous faire de l'huile d'arachide. Et la conséquence directe, elle est néfaste pour notre santé. On importe de l'huile de tournesol, on importe de l'huile cancérigène, on importe de l'huile avec beaucoup de soucis. Donc, vous voyez, peut-être que vous direz, c'est un peu, j'ai un prisme un peu de passionné, mais vous savez, moi, je suis capable, actuellement, chaque grand problème qui est en face du Sénégal, la santé, l'éducation, le chômage et tout ça, de vous faire un lien direct avec cet échec industriel de la fin du rail. Et depuis lors, il y a une polarisation extrême du Sénégal. Il y a des très grands nantis qui sont sur les milliards, sur des centaines de millions, etc. Il y a de très grandes pauvretés et surtout entre les deux, il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a rien. Parce que cette classe moyenne-là, à l'époque, elle pouvait voyager à travers le train. Moi, ma mère m'a raconté une anecdote. À l'époque, quand mon père était à Guinguinéo, qui était affecté, ma mère, le matin, bien qu'elle travaillait à la gouvernance, mais il y avait un train qu'on appelait un train Djegdi. C'est-à-dire un train qui quittait Guinguinéo pour venir à Kaolack. Donc les dames mariées et tout prenaient ce train-là pour aller acheter des victuailles au marché de Kaolack et revenir à Guinguinéo. Vous imaginez ça? Donc, à l'époque aussi, il y a un doyen qui est très drôle, qui m'a raconté une belle anecdote, je pense. Il m'a dit qu'il y avait même le train de l'amour. Il m'a dit, ah ouais, il m'a dit, il y avait un train qui s'appelait Arigoni. Arigoni, il y a même le chanteur Thionsek qui a fait une excellente chanson sur ça. Arigoni, Sahar, Arigoni, Yexena, Sama Chéri, etc. Et Arigoni, à l'époque, c'était une marque de tomates. Une marque de tomates qui était produite ici au Sénégal. Ah oui. Hein? Et c'était jaune-rouge. Et le train avait été peint aux couleurs jaune-rouge. Et c'était le train de l'amour, c'était le train... Donc vous voyez un peu. Et malheureusement, avec les raisons que je vous ai expliquées, on a tué cette poule aux œufs d'or. D'ailleurs, il y a une partie de mon livre où j'explique ça, où j'explique que le régime socialiste a déplumé la poule avant que le régime libéral ne la tue directement. On espère que le Jubel Jubunti va resiffler ou bien redémarrer le train du développement. De toute façon, moi j'ai quand même espoir. Et puis je pense qu'il y a un vent de renouveau qui est salué par les Sénégalais en portant à la tête du pays des nouvelles autorités qui semblent être conscientes de l'enjeu du renouveau ferroviaire. J'ai d'ailleurs même un ami depuis la France qui a capturé une réunion du nouveau ministre des Transports, M. El Malick Ndiaye, où il avait mon livre sur l'environnement économique comme livre de chevet. Et aussi, quand on voit le communiqué du président de la République, du Conseil des ministres, ça montre que les autorités sont conscientes de ça. Maintenant,
Ont-elles les ressources humaines capables de mener ça? Ont-elles assez d'ouverture? Est-ce qu'elles comprennent vraiment les enjeux? Est-ce qu'elles savent à quel point le projet ferroviaire est le seul projet viable économiquement qu'il faut mettre en place durant les 5 ans? Parce que 5 ans, ça passe très vite, et les populations sont très impatientes. Mais c'est la réforme structurelle de fond qu'il faut à l'économie sénégalaise pour un développement socio-économique. Pas encore d'angle vivant, c'est l'angle mort de l'économie. Comment la négligence du rail public garotte le développement du Sénégal. 271 pages de délectation où on voyage 1880 jusqu'à 2024, les zones, le bassin arachidier, la situation économique, un travail de fourmilière, un travail de chercheur. En tout cas, Seydina Aliou Ndiaye, merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, vous êtes brillant et votre émission est très bonne. On ne sent même pas le temps passer. Merci beaucoup, vraiment. Merci également à la noblesse anodine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel espace du livre, de la lecture et de l'écriture sur les ITV.